recherche de la vérité, étude de la morale, amélioration matérielle et morale, perfectionnement social et intellectuel, tolérance mutuelle, respect des autres et de soi-même et liberté de conscience. Observons donc le spectacle du monde depuis que l'humanité est soumise au sophisme maçonnique de 1789 pour en comprendre le mensonge. Où sont l'amélioration matérielle et morale des peuples, le perfectionnement intellectuel et social de l'humanité, la tolérance mutuelle, le respect des autres et de soi-même, et liberté de conscience, alors que l'on ne voit que guerres, massacres et persécutions religieuses, misère, perversion sexuelle à l'échelle mondiale, sous l'égide des grandes démocraties? C'est, il faut l'avouer, à l'inverse que l'on assiste. Venons-en maintenant aux questions essentielles qu'il faut se poser quant à la maçonnerie. Qu'est-ce que la maçonnerie? D'où vient-elle et sous quelles influences est-elle apparue? Quelle est sa vraie nature? En quoi son action peut-elle expliquer les mouvements de l'histoire et l'évolution de la société? Quelle est son importance véritable? Car deux erreurs sont à éviter, la voir partout et la voir nulle part. Qu'est-ce que c'est la maçonnerie? N'étant pas initié, je me baserai sur des textes d'auteurs maçons pour le démontrer. Le premier est un texte de Jean-Marie Ragon dans son rituel des 3 premiers grades, c'est-à-dire le niveau le plus bas, ce que l'on appelle la maçonnerie bleue, qui stipulait, je cite, « Tout profane qui se fait recevoir maçon cesse de s'appartenir. Il n'est plus à lui, mais il appartient à un ordre qui est répandu sur la surface du globe. Ainsi, celui qui rentre en maçonnerie ignore tout de ce à quoi il s'engage. » Et le cynisme du haut initié Albert Pike qui confirme cette duplicité dans son ouvrage Morals and Dogmos. Je cite, « Une partie des symboles est divulguée à l'initié, mais ce dernier est intentionnellement induit en erreur. On ne veut pas qu'ils comprennent leurs vraies explications et réservées aux princes de la maçonnerie, c'est-à-dire aux hauts grades. Les profanes sont prévenus qu'en cas de supercherie, la maçonnerie, je cite, ira jusqu'à les attaquer dans leurs biens et leurs personnes. » Où sont donc là-dedans la liberté, la tolérance, invoquée par la maçonnerie dès ses débuts dans les constitutions d'Anderson? En fait, la tolérance, dans le jargon maçonnique, n'est invoquée que pour faire baisser la garde à ceux qui démasquent les buts de la maçonnerie. L'ordre maçonnique dans lequel vous avez demandé à être admis pourrait peut-être un jour exiger que vous versiez jusqu'à la dernière goutte de votre sang pour sa défense et pour celle de vos frères. Le cas échéant, consentez-vous à le faire, ce sacrifice? Oui, monsieur. Moi, Alain Pagès. Moi, Alain Pagès. Je préférais avoir la gorge coupée. Je préférais avoir la gorge coupée. Plutôt que de manquer à mon serment. Plutôt que de manquer à mon serment. C'est un symbole effectivement important que je reprends pour que les gens comprennent bien, parce que c'est très vicieux. C'est le même code, mais qui n'a pas la même signification selon les degrés. Donc pour on va simplifier, donc pour un apprenti à l'époque, ça signifiait liberté de passer. Ce qui veut dire, bon, en gros, si vous avez été initié, vous savez quel mot il faut dire à l'oreille du frère qui est devant la loge. Voilà, si vous dites le bon mot, liberté de passer, vous passez. Voilà. Ensuite, ça devient liberté de penser. Et puis dans les plus hauts grades, ça devient liberté de devoir pouvoir. Et puis alors là, dans les hauts grades, cabalistiquement le D et le P s'inversent, ça devient L, P, D, Lilia Pedibus Destrué. Voilà, foule aux pieds l'hélice, c'est-à-dire détruit la monarchie et le catholicisme.
La maçonnerie, et ça m'a été là aussi confirmé, n'a pas fait la Révolution française, mais elle l'a préparée. Parce qu'on aime les récits glorieux où le peuple se soulève spontanément, renverse le tyran, établit un nouveau régime dans lequel plus personne ne sera jamais opprimé. Une révolution, c'est un jeu de pouvoir, mais quand il se fait sans l'appui d'une classe déjà émancipée, économiquement aisée, elle a tendance à être étouffée. Il y a une logistique derrière l'insurrection, et si l'armée marche sur son ventre, c'est également vrai pour un peuple qui se soulève. Une révolution a besoin de soutien, de ressources, de culture politique et stratégique qui sont inaccessibles aux classes opprimées, surtout si elles veulent tenir sur la longueur. Voilà pourquoi les révolutions populaires se font toujours soit écraser, soit récupérées par les puissants. Une révolte, c'est le peuple qui exprime sa colère. Une révolution, c'est une stratégie politique que l'on applique pour profiter de cette colère afin de changer la société en sa faveur. Mais en la faveur de qui ? On parlait du code tout à l'heure, foule aux pieds les lys. Le rituel consiste, alors vous êtes initié à ce degré-là, on vous met un poignard dans les mains, vous avez face à vous des têtes de mort, une avec une tiare, l'autre avec le roi et le pape, est-ce que je veux sceptre, voilà. Et vous devez poignarder symboliquement ça en criant en hébreu « Nekam Adonai ». L'idée fixe de la maçonnerie, à partir du XVIIIe siècle, a été de vouloir instaurer une république universelle en supprimant toutes les nations, les peuples et les religions, sauf une. Je vous laisse deviner laquelle. On dit émancipation. Ça reste un terme abstrait. Il faut bien mesurer ce que ça signifiait. L'Europe en 1789. Ah si, Ramsay, Weishaupt en ont été les principaux artisans au cours du XVIIIe siècle. Convertis au catholicisme, passés par la maçonnerie, puis par les jésuites, ce qui fait dire à certains analphabètes que ce sont les jésuites qui sont à la base du complot mondialiste. Ce qui permet de déculpabiliser, je vous laisse deviner qui. L'émancipation, la pleine reconnaissance des droits citoyens aux Juifs, ça veut dire que d'un seul coup, non seulement les Juifs vont pouvoir acheter des immeubles, pratiquer tout commerce, mais c'est quelque chose de beaucoup plus important. Ça veut dire qu'ils pourront être juges, ils pourront être officiers. Ah oui. Et oui. Voilà ce que disait Adam Weishaupt. Il faut établir un régime dominateur universel, une forme de gouvernement qui s'étend sur tout le monde. C'est dans l'intimité des sociétés secrètes qu'il faut savoir préparer l'opinion. On peut faire encore beaucoup mieux, c'est-à-dire citer un extrait du journal des publications israélites, publication de la Société juive de Philadelphie, 3 août 1855. Je cite, donc c'était le Stefan Weiss, le fondateur de l'Union de congrégation juive américaine, bénébérite, qui dit « La maçonnerie est une institution juive dont l'histoire, les degrés, les fonctions, les mots de passe et le catéchisme sont juifs du début à la fin. » Donc bon, là, c'est pas un méchant antisémite notoire qui le dit, quoi. Voilà, donc c'est clair. Voilà, bon, à la limite, pourquoi pas. Moi, l'hébreu, moi, j'ai rien contre, c'est intéressant, etc. Le problème, c'est de voir où on va. Voilà, c'est ça, c'est de voir ce qu'on en fait.